1,4% du PIB américain. C'est la fortune que possédait John Davidson Rockefeller à son apogée. En argent aujourd'hui, ça représente plus de 400 milliards de dollars. Il s'agit tout simplement de l'homme le plus riche de tous les temps. Bienvenue sur Erudial, la chaîne qui décortique les stratégies des plus grands entrepreneurs de l'histoire. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'esprit du capitaliste le plus impitoyable que l'humanité n'ait jamais porté. Un homme qui a réussi l'exploit de créer le premier monopole mondial de l'histoire moderne, et qui a inventé des méthodes de business si redoutables qu'elles sont aujourd'hui interdites par la loi. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble comment un fils de vendeur d'huile de serpent, et oui, c'est très étrange, a réussi à contrôler 90% du pétrole américain. Comment John Davidson Rockefeller a réussi à écraser des milliers de concurrents sans la moindre pitié. Et surtout, comment ces techniques de domination économique continuent d'influencer les géants d'aujourd'hui. Tout commence au 19e siècle, et plus précisément en 1839, dans une ferme paumée de l'État de New York. John Davidson Rockefeller naît dans une famille de classe moyenne, mais avec un père, comment expliquer, plutôt particulier. En effet, William Avery Rockefeller, son père comme vous l'aurez compris, se faisait passer pour médecin et vendait des remèdes miracles aux fermiers naïfs. En gros, pour simplifier, il arnaquait les gens avec de l'huile de serpent en prétendant que ça guérissait le cancer. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce père escroc a été le meilleur professeur que John pouvait avoir. Dès l'âge de 7 ans, William enseignait à son fils les règles du business. Méfie-toi de tout le monde, même de moi. Il lui explique que la confiance ne rapporte pas d'argent. D'ailleurs, son père lui faisait même payer des intérêts sur les prêts qu'il lui accordait pour ces moments. Cette éducation radicale et brutale a forgé chez John une obsession maladive pour l'argent et une méfiance envers tout le monde. À 16 ans seulement, il tenait déjà un carnet où il notait chaque centime dépensé. Il calculait au centime près le coût de chaque repas, chaque trajet, de chaque minute de sa vie. En 1855, toujours à ses 16 ans, John décroche son premier job dans une petite entreprise de Cleveland qui commercialise des produits agricoles. Son salaire, il est seulement de 4 $ par semaine. Une véritable misère. Mais John, au fond de lui, il avait un véritable plan établi. Pendant 4 ans, il l'observa, il apprit, il économisa chaque centime. Il était alors contraint de dormir dans un grenier pourri, de manger du pain sec. Mais, d'un autre côté, il accumulait son capital. Par la suite, en 1859, quelque chose change tout. La découverte du pétrole en Pennsylvanie. Pendant que tout le monde se rue vers les champs pétrolifères pour creuser des puits, John fait exactement l'inverse. Il comprend que le vrai business n'est pas d'extraire le pétrole, mais plutôt de le raffiner et de le transporter. À 20 ans, il décide d'investir toutes ses économies dans sa première raffinerie, à Cleveland. Mais voici sa première leçon de génie. Au lieu de se contenter de raffiner le pétrole, il intègre verticalement toute sa chaîne de production. Tout lui appartient. Il achète ses propres wagons de train, ses propres pipelines, même ses propres tonnelleries pour fabriquer les barils. Et c'est comme cela qu'en 1870, il fonde la Standard Oil Company, avec 4 associés. Mais vous verrez vite que John n'est pas du genre à partager longtemps. Un par un, il rachète les parts de ses associés, souvent en les manipulant psychologiquement. L'un d'eux racontera plus tard, Rockefeller avait cette façon de vous fixer dans les yeux qui vous faisait sentir que résister était complètement inutile. Et c'est là que va commencer la phase la plus sombre de son empire. John développe alors ce qu'il appelle sa stratégie de l'étau. Dès qu'un concurrent apparaît, il applique une méthode en 3 étapes. Première étape, il baisse les prix dans la région du concurrent, même à perte pendant des mois ou des années s'il le faut. Ces concurrents, qui bien évidemment débutants n'ont pas les réserves financières qu'a Rockefeller, finissent par se retrouver rapidement en difficulté. Il peut alors ensuite passer à la seconde étape de son plan. Pendant que le concurrent se bat pour survivre, John corrompt les compagnies de chemin de fer pour qu'elles lui accordent des tarifs préférentiels et qu'elles surtaxent ses rivaux. Il va même jusqu'à exiger une commission sur chaque baril de pétrole transporté par ses concurrents. Oui, vous avez bien entendu, il gagnait de l'argent sur les ventes de ses ennemis. Et enfin, la troisième étape, quand le concurrent est à genoux, John lui propose un rachat. Pas une négociation mais un ultimatum. Il explique alors, vendez-moi votre entreprise au prix que je fixe, ou je vais vous ruiner complètement. Et comme il contrôlait déjà les transports et pouvait vendre à perte indéfiniment, personne n'avait le choix. Cette méthode, il va l'appliquer des centaines de fois.
En 1872, John contrôle déjà 25% du raffinage américain. En 1979, c'est 90%. Il avait littéralement avalé toute la concurrence. Mais John avait un autre talent diabolique, l'espionnage industriel. Il avait des agents infiltrés dans les entreprises rivales, dans les compagnies de chemin de fer et même dans les banques. Il savait littéralement tout, les prix, les stratégies rivales, les faiblesses financières de chacun. L'un de ses ex-employés a d'ailleurs révélé qu'il recevait des rapports quotidiens sur plus de 3000 entreprises américaines. En 1882, John crée quelque chose de révolutionnaire et de terrifiant à l'époque. Le premier trust de l'histoire moderne. Officiellement, Standard Oil n'existe simplement plus. À la place, 81 entreprises indépendantes entre guillemets, dirigées par un conseil d'administration unique. John venait d'inventer le concept de holding avant même que ce mot n'existe. Cette structure lui permettait de contourner toutes les lois antitrust de l'époque. Mais officiellement, il n'y avait aucun monopole. Alors qu'en réalité, dans l'ombre, John contrôlait tout, du puits de pétrole à la pompe à essence. Il fixait les prix, décidait qui pouvait vendre et où. Au final, l'Amérique entière dépendait de son bon vouloir. Et le plus fou dans tout ça, plus il devenait puissant, plus il se montrait implacable. En 1885, quand les producteurs indépendants de Pennsylvanie tentent de créer une pipeline concurrente, John fait construire la sienne en un temps record et propose du pétrole gratuit pendant 6 mois pour tuer leur projet dans l'œuf. Quand les habitants de Cleveland protestent contre la pollution de ces raffineries, ils déménagent certes ces installations, mais pendant ce temps, ils gardent tous les employés locaux au chômage jusqu'à ce que la ville le supplie de revenir en lui accordant des avantages fiscaux énormes. Il y avait une phrase terrifiante qu'il répétait souvent à ses cadres. La concurrence est un péché contre Dieu et l'humanité. Pour lui, le marché libre était une aberration. Seul le monopole absolu pouvait être efficace. Et c'est ainsi qu'en 1896, John possède la plus grosse fortune privée de l'histoire de l'humanité. Mais vous savez ce qui est dingue? Il vivait littéralement comme un moine. Pas de grande maison, pas de yacht, pas de fête extravagante. Il habitait alors dans une maison bourgeoise plutôt normale, s'habillait simplement et son seul réel plaisir était de compter son argent le soir. Comme vous l'aurez compris, il avait développé une obsession maladive pour l'efficacité et la richesse. Dans ses raffineries, il faisait économiser jusqu'aux gouttes de soudure sur les barils. Il avait calculé qu'en utilisant 39 gouttes au lieu de 40 par baril, il économiserait $2500 par an. Une somme certes dérisoire pour lui, mais il ne supportait pas le gaspillage. Ses employés le décrivaient d'ailleurs comme un fantôme. Il est dit qu'il apparaissait sans prévenir dans ses usines, regardait tout en silence, prenait de nombreuses notes puis repartait. Le lendemain seulement, des lettres de licenciement arrivaient. Ceux qui ne respectaient pas ces standards d'efficacité au centime près étaient virés sur le champ. Mais en 1901, quelque chose d'imprévu se produit pour Rockefeller. Le gouvernement américain, sous la pression populaire, vote le Sherman Antitrust Act. Et Theodore Roosevelt, le nouveau président des États-Unis, décide de s'attaquer directement à la Standard Oil Company. Le procès va durer 10 longues années. Pendant une décennie entière, les meilleurs avocats d'Amérique se battent contre l'empire de Rockefeller. Et en 1911, la Cour suprême rend son verdict. Standard Oil doit être démantelé en 34 entreprises indépendantes. Tout le monde pensait que c'était la fin de John Davison Rockefeller et de son empire, mais en réalité, c'était son véritable coup de maître. Car en étant actionnaire principal de ces 34 entreprises, il touchait maintenant 34 dividendes au lieu d'un seul. Il a ainsi vu sa fortune se multiplier par 3 du jour au lendemain. Ces 34 entreprises sont devenues ExxonMobil, Chevron, BP America, les plus grosses entreprises pétrolières du monde d'aujourd'hui. John avait été forcé de lâcher son monopole, mais il avait donc créé un oligopole encore plus profitable. Et c'est là qu'intervient le twist le plus fou de son histoire. À partir de 1913, John commence à donner massivement. Pas seulement quelques millions, mais littéralement des centaines de millions de dollars. Il décide alors de financer la création de l'université de Chicago, la fondation Rockefeller, ou encore des hôpitaux dans le monde entier. Mais alors, pourquoi un changement aussi radical? Parce qu'il avait compris que l'argent sans héritage ne sert plus à rien. Il voulait que le nom Rockefeller traverse les siècles. Il avait bien raison. Aujourd'hui encore, 110 ans après sa conversion, les Rockefeller sont synonymes de philanthropie autant que de richesse. Mais ne vous y trompez pas, cette philanthropie était calculée au centime près.
Et oui, Rockefeller n'a pas changé réellement du jour au lendemain. Chaque don était structuré pour réduire ses impôts et accroître son influence politique. Il avait même créé ses propres fondations pour contrôler l'utilisation de son argent, même après sa mort. Et c'est ainsi que John Davidson Rockefeller s'éteint en 1937, à l'âge plus qu'honorable de 97 ans. Comme annoncé au début de la vidéo, sa fortune était alors de 1,4% de toute l'économie américaine. Proportionnellement, aucun homme dans l'histoire n'a jamais été aussi riche que lui. Mais son véritable héritage, ce ne sont pas tous ses milliards, ce sont ses méthodes. L'intégration verticale, les prix prédateurs, l'espionnage économique, les structures holding complexes par exemple. Tout ce qu'ont au final appliqué les grandes entreprises modernes telles que Amazon, Google ou encore Facebook pour dominer les marchés aujourd'hui. Jeff Bezos qui vend à perte pour éliminer la concurrence, c'est du Rockefeller. Google qui rachète tous ses concurrents potentiels, c'est également du Rockefeller. Même Apple qui contrôle sa chaîne de production du composant jusqu'au magasin, c'est du Rockefeller. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des lois antitrust. Ces mêmes lois sont inspirées des méthodes de John. On a créé les règles du jeu moderne en étudiant ces techniques. Alors la prochaine fois que vous payez votre essence, que vous allez sur Google ou que vous commandez sur Amazon, souvenez-vous. Vous participez à un système économique inventé par un homme qui considérait la concurrence comme un péché. John Davidson Rockefeller n'était pas seulement l'homme le plus riche de l'histoire. Cet homme a tout bonnement été l'architecte du capitalisme moderne, pour le meilleur et pour le pire. Et maintenant que vous connaissez son histoire, que pensez-vous de John Davidson Rockefeller ? À vos yeux, est-ce plutôt un génie visionnaire ou alors un capitaliste sans pitié ? Votre avis m'intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si cette plongée dans l'empire de Rockefeller vous a passionné, vous allez sûrement adorer nos autres vidéos. Sur ce, si vous êtes toujours là, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. A très bientôt sur Erudial.